Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez correctement et que vous voyez l'écran, que le partage se fait correctement. Si jamais il y a un souci, n'hésitez pas à le mentionner dans le chat, parce que j'ai pas le retour de l'écran, donc n'hésitez pas à me dire si jamais c'est pas OK. Bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire consacré au conformal cooling. Donc on va directement attaquer le sujet. Donc me concernant, donc Hervé Heitmann, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc ingénieur simulation chez Applicit depuis un peu plus de 7 ans, et une formation d'ingénieur en chimie des polymères spécialisée en matériaux plastiques. Donc toujours aussi, vous pouvez sur notre site Implicit rester informé de notre actualité et de nos événements au niveau des webinars. Il y a aussi le club utilisateur qui a eu lieu récemment, mais aussi les autres événements de l'ensemble de la business unit et des autres aussi métiers, donc l'ensemble des événements liés au groupe Neseo Applicit. Et également toujours, n'hésitez pas à vous rendre aussi sur notre blog où on publie des articles techniques chaque mois sur des questions qu'on a récemment, des sujets à l'ordre du jour, des petits trucs et astuces qu'on a rencontrés, ou des petites problématiques qu'on a résolues récemment. Donc, n'hésitez pas, c'est toujours une mine d'informations très précieuse. Donc, au niveau de l'agenda des webinaires 2025, donc on a déjà réalisé une bonne partie. Donc, nouveauté 2025, surmoulage d'insert, gestion optimale de la base matière, à la fonction CoolOpt pour l'optimisation des circuits de refroidissement, la gestion des licences NameUser. S'il y en a qui n'ont pas pu participer à certains webinaires déjà passés, n'hésitez pas à nous demander, on peut vous fournir l'enregistrement. Donc aujourd'hui, le conformal cooling, et ce qui restera à venir, la partie Heat and Cool, les dernières options du solver fibre, le calcul d'éventation et les nouveautés Molflow 2026. Donc au niveau de l'agenda du jour, on va un petit peu rappeler le contexte, l'objectif du conformal cooling, qu'est-ce que c'est, présenter un petit peu le conformal cooling, et après voir un petit peu comment on procède au niveau modélisation, solver, et voir aussi un petit peu ensemble les résultats auxquels on peut avoir accès. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est un petit peu de mieux comprendre l'intérêt du conformal cooling, comment surtout aussi on le met en données, quelles sont entre guillemets les best practices aussi pour la modélisation, et voir aussi les résultats supplémentaires qu'on peut avoir avec ce type d'études. Donc le conformal cooling, il va servir à quoi déjà? Il va servir à optimiser la régulation. Et donc déjà dans un premier temps, pourquoi on va optimiser la régulation? Ça va être pour améliorer déjà la qualité de la pièce en termes d'esthétique, de brillance, de contraintes résiduelles, de déformation, mais également optimiser le coût de la pièce et donc améliorer le temps de cycle, le temps de refroidissement nécessaire pour éjecter ma pièce. Et donc pour ce faire, on va pouvoir utiliser l'onconformal cooling justement pour réguler au plus proche des empreintes et avoir une homogénéité de température la plus uniforme possible et extraire de manière plus efficiente les calories. Donc, ce que j'ai un petit peu dit, donc le conformal cooling, ça va vraiment permettre d'avoir une régulation au plus près des empreintes. Donc, grâce au process SLM de fabrication additive métallique, fusion laser de poudre métallique, on va réaliser en fait nos empreintes couche par couche et ça va permettre de réaliser des canaux de forme très complexes, des serpentins, des nappes, en tout cas d'avoir des sections de passage au niveau de la régulation très complexes qui vont venir épouser la forme de l'empreinte. Donc, quand on dit conformal cooling entre guillemets, dans Molflow, ça sous-entend une modélisation des circuits de régulation en 3D.
parce que du coup, on va être sur des formes très complexes qui ne peuvent pas être modélisées en éléments poutres, en éléments 1D. Alors, je peux aussi, dans la vraie vie, faire du conformal cooling euh, avec des formes standards, par exemple des formes circulaires, rectangulaires, et auquel cas, je peux aussi le modéliser en éléments poutres. C'est ma remarque d'après. C'est-à-dire que je peux aussi faire du conformal cooling en éléments poutres si mes formes de passage ne sont pas complexes. Donc, si c'est le cas et si j'ai que des sections circulaires, mais que j'épouse parfaitement la forme de l'empreinte, je peux utiliser les deux, soit mailler en éléments poutres, soit mailler mes circuits en 3D. Et donc ici, celle l'image de droite, c'est la nouvelle fonction d'optimisation de la thermique automatique que vous pouvez voir, qui va nous créer justement toujours des sections circulaires, mais qui va épouser, où les circuits vont épouser la forme de l'empreinte pour réduire les écarts de température. Donc ici, dans ma présentation, je vais axer bien sûr la partie conformal cooling par la suite sur la modélisation des circuits d'eau en 3D. Les avantages du conformal cooling, ben, très clairement, ça va être une plus grande liberté pour placer ma régulation. Souvent, on va pouvoir atteindre des zones complexes qu'on ne peut pas atteindre en usinage classique. Ça permettra aussi d'avoir une pression plus uniforme, avoir moins de perte de charge dans mes circuits de régulation. C'est vrai sur des conceptions de refroidissement entre guillemets classiques, à chaque angle droit ou à chaque coude, on aura quand même de la perte de charge. Donc ça peut permettre d'avoir une pression plus uniforme. Et bien sûr, une réduction du temps de cycle. Donc c'est toujours aussi après à valider, à voir quel serait l'impact, le gain au niveau du temps de cycle. Hein. Selon le cas de figure, on peut gagner beaucoup ou peut-être moins. En tout cas, c'est à valider. Et aussi optimiser la qualité de la pièce grâce à l'homogénéité des températures au niveau de l'empreinte. On réduira l'apparition des contraintes qui vont causer des déformations et euh, on va aussi réduire bien sûr les défauts visuels. Après les inconvénients du conformal cooling, on sera quand même sur un coût de fabrication relativement élevé. Ça reste quand même plus cher que l'usinage traditionnel, la fabrication additive métallique. Et puis après, il y aura aussi un coût, le coût de la machine, c'est quand même des machines assez onéreuses, les coûts de matériaux, de la poudre métallique, du post-traitement, parce que bon, il y a la fabrication de l'empreinte en additif, mais après, il y a aussi pas mal d'opérations derrière qui vont venir, les usinages de finition, les traitements thermiques, entre autres. Après, on a une maintenance plus difficile. Souvent, les circuits en conformal cooling vont être plus difficilement accessibles, donc plus sujet à des risques de corrosion, par exemple, d'obstruction, et plus difficilement aussi réparables. Et après, même si on utilise un process de fabrication additive, bah, on peut quand même avoir des limites dans la conception, ne serait-ce que par les supports nécessaires pour l'impression par les supports nécessaires pour l'impression 3D. C'est vrai qu'il y a peut y avoir quand même pas mal de contraintes dans un process de fabrication additive et il faut aussi avoir en tête un petit peu tout ça. Donc toujours discuter aussi avec avec un spécialiste de la fabrication additive métallique pour savoir ce qu'il est possible de faire ou non. Au niveau de l'utilisation d'Homolflow, donc si on est sur des formes de régulation complexes, il faudra obligatoirement les modéliser en 3D, les circuits de régulation. Et modéliser les circuits de régulation en 3D, c'est possible pour une étude dual domaine et 3D. C'est pas disponible pour l'étude midplane. Et obligatoirement en séquence thermique du moule à FEM, où on va modéliser tout notre moule en éléments tétraédriques. Donc là, on va faire un petit focus sur la mise en données. Donc à minima, pour faire ce type de calcul, il faudra modéliser la pièce, les canaux de régulation et le moule. Et après, bien sûr, on peut aussi intégrer, si on le souhaite ou non, notre système d'alimentation et des inserts moules spécifiques. Donc là, un petit exemple de mise en données. Donc, on a notre pièce en bleu, on a deux circuits de régulation
un standard et un hélicoïdal avec des formes très complexes, et un insert moule. Alors, ici, on va dire par souci de simplicité, je vais mailler les deux circuits d'eau en 3D, mais je pourrais faire de l'hybride, et typiquement le circuit du haut, le mailler en élément poutre, et le circuit du bas, de forme très complexe, le mailler en 3D. Je suis pas obligé de tout modéliser en 3D dans mon modèle. Je peux combiner des éléments poutre et des éléments 3D. Mais tant qu'à faire ici, autant tout faire en 3D. Donc première étape, on maille notre pièce et notre insert de moule en maillage 3D de manière classique, avec la corrélation exacte si on le souhaite. Si on le met pas, c'est pas forcément bien grave, mais on maille en même temps les deux inserts, la pièce et l'insert, pour avoir la même taille d'éléments entre les deux composants. Et ensuite, on va s'attaquer à nos circuits de régulation 3D. Donc on va sélectionner nos corps CAO, on va affecter la propriété circuit 3D sur nos passages d'eau. Et avant de générer le maillage, il faudra impérativement spécifier un diamètre d'entrée du canal 3D et un diamètre de sortie du canal 3D pour que le maillage se fasse correctement. Pourquoi il faut spécifier sur la CAO directement les entrées et sorties? C'est qu'il va mailler aussi avec un maillage CFD avec des couches limites. C'est pour ça qu'il faut spécifier les entrées-sorties avant le maillage. Une fois qu'on a spécifié les entrées-sorties, on va aller sur la boîte de dialogue génération des circuits de régulation 3D, 3D Channel Mesh. Du coup, on a différentes options ici. Alors, on peut laisser bien sûr par défaut, c'est très robuste. Ou alors, si on veut mailler plus finement nos circuits 3D, on peut diminuer le facteur de résolution. Au lieu de se mettre à 1, on peut se mettre par exemple à 0,5, ça fera un maillage plus fin. Mais sinon, le facteur de résolution à 1 est très robuste. En tout cas, si on veut mailler plus finement, on peut ici, via cette option, facteur de résolution. Ou alors, on peut aussi, pour mailler plus finement, diminuer la longueur d'arête maximale qui sera générée dans les circuits 3D. Une fois que notre maillage des circuits 3D, je vais y revenir après sur le maillage des circuits 3D, mais une fois qu'il sera fait, il va falloir qu'on génère, comme un process classique de thermique FEM, notre moule en 3D. Et ici, vu qu'on a pas mal de contacts, donc du contact entre la pièce et l'insert, et entre l'insert et nos circuits de régulation, il va falloir coudre les interfaces de contact. Donc je vais laisser afficher au visuel l'ensemble de mes éléments maillés, à savoir ma pièce, mon insert et mes deux circuits de régulation. Je vais coudre les interfaces de contact de l'ensemble. Il va me créer un seul bloc en élément triangle. C'est comme s'il me faisait mes triangles internes du moule. Et une fois qu'il a fait ces triangles internes du moule et qu'il a cousu les interfaces de contact en automatique, alors je vous invite toujours quand même à faire une statistique de maillage sur les éléments triangles qui sont générés à ce niveau. Donc, étant donné qu'on est sur du 3D, vous pouvez aller sur statistique de maillage, faire spécifier sur les éléments triangles et uniquement ce qui est visible à l'écran. Comme ça, on voit si notre maillage interne de moule est propre ou non et s'il n'y a pas de petits reliquats ou de petits éléments triangles qui traînent quelque part, par exemple. Ça peut arriver. Donc toujours vérifier la qualité de ce maillage triangle du moule après avoir cousu les interfaces de contact. Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas de problème dans la génération de mon moule en 3D. Une fois qu'on a fait ça, on va créer une enveloppe de moule et on va générer les surfaces externes et internes du moule. Alors pour la surface interne, on va pouvoir reprendre grosso modo la taille de maille qui sera générée, qui a été utilisée pour la pièce. Et pour la longueur d'arête externe du moule, on peut se mettre sur une taille relativement plus grande pour qu'il me fasse quelque chose d'adaptatif et pour pas avoir un modèle trop volumineux en termes d'éléments de moule. Du coup, on peut retomber sur quelque chose de ce type où j'ai mon bloc de moule qui est raffiné au niveau des interfaces de contact, une maille externe beaucoup plus large et mes circuits de régulation qui sont
qui sont ici en rose. Donc une fois que notre modèle, on a revu un petit peu le maillage de tout ça. On a deux solvers qui existent. On a le solver conformal cooling FEM et le solver voxel. On va passer un petit peu en revue ça aussi. Par défaut, ce qui est utilisé, c'est le solver FEM. Et on verra un petit peu la différence entre les deux. Alors le solver FEM, il va vraiment utiliser le solver Autodesk CFD avec nos couches limites. Donc ici dans le paramètre de maillage, vous voyez, on a 3 couches limites. Alors je vous conseille de laisser ces 3 couches limites, ça suffit largement, mais c'est à minima 3 couches limites sur la zone de peau pour la partie maillage CFD. Et on a le solver voxel. Donc le solver FEM, grosso modo, sera un petit peu plus long que le solver voxel, et encore ça dépend, je vais y venir après. Et le solver voxel qui va aller un petit peu plus vite, mais il faudra quand même des fois faire un petit peu attention à certains aspects, notamment à la résolution du voxel. Sur la partie voxel, on va être sur un maillage cubique uniforme, et par rapport en fait à mes canaux de refroidissement qui sont modélisés, il va créer un cadre de délimitation et il va diviser cette plus grande dimension, x, y ou z, de ce cadre réalisé par la valeur spécifiée dans le champ de résolution voxel. Le voxel par défaut, il sera en automatique. Si je me mets en spécifié, la valeur par défaut, c'est 512. Et sinon, je pourrais me mettre sur une résolution plus fine, par exemple 1024 ou 2048. Et ensuite, en fait, tout ce cube, toute cette délimitation va être remplie de voxels, et tous les voxels qui vont être en contact avec le canal de refroidissement seront actifs pour le calcul fluidique à l'intérieur des canaux. Il y a quelques petites choses où il faut faire attention avec le solver voxel, où on n'aura pas le souci avec le solver FEM. C'est que si ma résolution de voxel est trop petite et que par exemple j'ai énormément de circuits, un moule très grand, mais des fois des petites distances, par exemple ici comme vous voyez sur l'image, j'ai un puits à lame et j'ai une toute petite distance entre mes circuits. Si ma résolution voxel elle est trop faible, dans mon résultat, donc l'étude elle va tourner, mais dans mon résultat où je vais voir les vitesses de fluide, en fait on va pouvoir voir par exemple que le fluide il passe à travers directement à la base du puits et il monte pas en haut et on n'a pas là cette montée, cette redescente. Du coup on a un débit quasi nul dans le puits. Donc il faudra quand même faire attention à ça si on utilise le voxel, à ce qu'il retrouve bien les débits partout et qu'on voit pas quelque chose de bizarre sur la gestion des débits, auquel cas ça veut peut-être dire que notre résolution voxel elle est trop faible. Je vous montrerai un petit exemple aussi après par la suite. Et donc ça se passe ici, le choix du solver. Donc dans les paramètres du solver thermique FEM, solver de refroidissement conforme. Donc par défaut on est sur le solver FEM et on peut basculer sur le solver voxel. Donc voilà, comme dit, si le moule il est assez grand, qu'on a beaucoup de circuits et qu'il y a des petits écarts entre certains circuits, à la limite je préférerais le solver FEM directement par défaut. Et sinon, dans beaucoup de cas, le solver voxel est quand même vraiment bien parce qu'on gagne vraiment quand même aussi beaucoup en temps de calcul. Du coup, là, par exemple, j'ai fait un petit comparatif. Donc, solver FEM, on est sur un temps d'analyse de 3 heures et 4 minutes. Solver voxel en automatique, il m'a mis une résolution à 324, donc j'ai un temps de calcul de 10 minutes. Solver voxel 512, 18 minutes. Solver voxel 1024, 1h56. Et j'avais aussi testé le 2000, mais je ne l'ai pas mis dans la colonne. On était même plus élevé en temps de calcul que le FEM. Donc si on augmente aussi trop la résolution, au bout d'un moment, on arrive aussi avec un temps de calcul plus long que le FEM. Donc le fait de laisser en automatique ou Solver Voxel 512, c'est pas mal. Après, comme dit, il faut vérifier ce qu'il fait. Après, en termes
si je parle de résultats globaux sur la température moyenne de la pièce et la température moule moyenne du moule, on a quand même très peu d'écart. Ça se joue à un dixième de degré à peu près, 0,1, 0,2 degrés. Donc grosso modo, en termes de résultats globaux, on a les mêmes résultats ici. Et si on va un peu dans le détail, sur une zone de ma cavité, donc là j'ai lancé mon calcul thermique FEM en étude moyennée dans le cycle. Et donc si on regarde une zone précise, entre le FEM ici dans cette zone, on a dans la zone de droite, on a une zone un petit peu plus rouge à 56,4 degrés, l'autre à 55. Sur le voxel 512, pareil, j'ai aussi une petite différence, 54, 55,9. Sur le voxel 1024, 54,6 aussi, 54,58 et 55,9. Donc on est grosso modo similaire sur les trois. Mais le voxel en automatique avec la plus petite résolution, on est un peu plus chaud en température dans cette zone. On le voit, on est rouge uniforme ici. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe sur la partie vitesse entre ces quatre résolutions et solver. Donc là, j'ai bridé l'échelle de la vitesse de circuit 3D entre 0 et 100 cm/s. On voit que le dernier canal, il est en voxel automatique à 324, il est un peu moins bien vu en termes de vitesse, et c'est pour ça qu'on est un petit peu plus chaud. Donc ici, la résolution voxel automatique 324, peut-être dans certaines zones justement, elle suffit pas. Et ici, elle suffit pas parce qu'on voit un peu moins de vitesse, alors que sur le FEM, le voxel 512 et le voxel 1024, on voit la vitesse partout. Donc c'est quelque chose qui doit vous alerter. Pareil, si vous êtes sur un puits, une petite lame, qu'en fonction de la résolution voxel, faire attention. Donc c'est vrai qu'il y a peu de différence de calcul entre le voxel automatique et voxel 512. C'est pour ça qu'honnêtement, moi je vous conseille, si vous mettez en voxel, de vous mettre directement à 512, mais vérifiez quand même si vous avez des zones où il devrait y avoir du débit, mais on ne le voit pas, ou des débits beaucoup plus faibles. Et auquel cas, il faudrait lancer plutôt en FEM dans ce cas de figure. Mais sinon, par défaut, Voxel 512, je trouve que c'est une bonne base de travail. C'est ce qui se met en automatique si vous basculez de automatique à spécifié dans le solver Voxel. Après, en termes de résultats, on retrouve l'ensemble des résultats classiques qu'on peut retrouver dans une étude thermique FEM. Donc, on a le choix de faire l'étude en conformal cooling en moyenné dans le cycle. Donc, on retrouve les résultats moyennés au niveau de l'interface moule-empreinte et au niveau aussi des circuits, l'interface circuit-moule, température moyennée, température moule moyennée au niveau des températures de circuit 3D. Voilà, on a tous les résultats moyennés dans le cycle avec des résultats spécifiques que je représenterai après, comme la vitesse du circuit 3D, je l'ai déjà un petit peu montré avant, et la température du circuit 3D. Mais je peux également lancer mon calcul en thermique transitoire, c'est la petite animation, pour avoir l'évolution de température durant tout mon cycle et pas juste une moyenne. Après, le débat, il existe. Moi, je sais que j'aime bien la moyenne, de thermique moyennée. Je trouve qu'il est un peu plus simple à post-traiter que le transitoire. Mais ça, après, c'est mon propre avis. Le transitoire est peut-être un peu plus précis, mais le moyenné, je trouve, qui nous facilite l'interprétation des résultats. Et après, on a des résultats supplémentaires, hein. Quand on a modélisé les circuits en 3D, on a le résultat vitesse dans les circuits 3D, température dans les circuits 3D, pression dans les circuits 3D et flux de chaleur dans le circuit 3D. Donc là, deux autres petits exemples. Justement, sur la partie vitesse, on va justement pouvoir donc toujours recalibrer les échelles et on va pouvoir visualiser si on a des zones à faible débit, donc des zones mortes. Donc ici, par exemple, sur l'image de gauche,
on voit qu'une grosse partie ici de mon circuit n'est pas très bien alimentée en débit, ce qui peut causer une augmentation de température. Et même du coup, si mon circuit est proche de l'empreinte, me crée en fait une température moule non uniforme. Et sur l'image de droite, alors on a juste une petite zone morte, bah, c'est là où on a les bouchons par exemple, hein, ou les zones non alimentées. Et après, on a aussi, ben, ce qui est intéressant, la température des circuits 3D. Du coup, donc pareil sur l'image de gauche, on peut voir qu'on a quand même un delta qui commence à être relativement important entre ma consigne d'entrée et ce qui se passe dans les circuits. Donc on voit qu'on commence à avoir un écart de température qui commence à être de 6-7 degrés. Donc de par la perte de débit, je commence à être plus élevé en température. Donc je ne vais pas réguler aussi de la même manière, même si les circuits sont à même distance de l'empreinte justement. Donc c'est toujours à valider. Quand sur l'image de droite, ici pour le coup, bah, je suis très uniforme en température, donc j'ai la même température partout et je vais avoir la même régulation ici partout. Donc ça permet de valider notre conception au niveau des circuits 3D, très clairement. Donc en conclusion, donc le conformal cooling, c'est une technologie très puissante, mais assez complexe aussi, parce qu'il y a plein de critères à prendre en compte, notamment aussi au niveau de la fabrication additive métallique. Est-ce que c'est possible, pas possible? Il faut aussi avoir une approche globale du coup bien maîtrisée et vérifier grâce à Molflow si les gains se justifient par rapport au coût qui peut être plus cher. Est-ce que ça améliore vraiment la qualité de ma pièce? Est-ce que ça améliore vraiment mon temps de cycle? Donc c'est toute une approche globale euh, à bien maîtriser et à bien valider. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie tous de votre attention et bien sûr, je suis à disposition s'il y a des questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez. Alors, pour le moment, je vois pas de questions. Pas de questions aujourd'hui, c'est bizarre. D'habitude, il y a plein de questions. Je vais attendre 2-3 minutes. Tout était clair, super, merci beaucoup. Et après, oui, comme dit, enfin, grosso modo, quand vous faites du conformal cooling, alors soit vous êtes entre guillemets pas pressé et pas 1-2 heures près sur le temps de calcul, et à la limite, je vous conseille de laisser le solver FEM, surtout si vous avez des petites zones entre les circuits. Euh, et sinon, si vous voulez vraiment gagner en temps de calcul, si vous n'avez pas des petits écarts entre les circuits et des circuits assez standards, mais que vous les avez modélisés en 3D, vous pouvez basculer sur la méthode Voxel, Voxel 512. On a quand même un gain en temps de calcul assez significatif. Comme dit, juste validez bien vos circuits, vos vitesses 3D dans les circuits. En tout cas, j'ai pas de
questions en plus. Donc, je vous remercie tous de votre participation. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Alors, est-ce que j'ai peut-être des questions qui arrivent? Si j'ai des questions qui arrivent. Sur 2025, euh, existe-t-il que le solver FEM ou le solver Voxel est-il dispo? Alors, le solver Voxel, il est disponible depuis, que je dise pas de bêtises, depuis la version 2019. Le solver Voxel, il a été introduit en version Molflow 2019. Donc, ouais, disponible 2019, 2021, 2020, 2023, 2024, 2025 et 2026. Mais c'est pas le solver par défaut. Donc, si on veut le changer et basculer en voxel, il faut bien le spécifier dans les options solver. Ok. Je pense pas, j'ai d'autres questions. Si jamais il y a des questions qui vous viennent après, bien sûr, vous pouvez nous contacter par biais du support ou vous pouvez m'envoyer un mail en direct, aucun souci. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous souhaite également de passer un très bon week-end. À bientôt, merci, au revoir. Ah, encore, où peut-on modifier le solver? Alors, je l'ai montré, c'était ici. Où peut-on modifier le solver? C'est ici. Quand on est dans les paramètres process, dans les paramètres du solver de thermique de moule, FEM, on clique dessus et en bas on a solver de refroidissement conforme et on peut basculer en solver FEM ou en solver voxel. Merci à tous. Au revoir.